Il y a certains centres de formation dont le public connaît généralement assez bien la valeur, typiquement celui du Barça, de l'OL ou encore du Dinamo Zagreb. Mais dans le cas du Real Madrid par exemple, un club qui est généralement associé à l'achat de joueurs aussi cotés que coûteux, que vaut son centre de formation? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « Le Real Madrid achète des cracks, le FC Barcelone les forme ». C'est un adage qu'on a énormément entendu au début des années 2010 et qui, mine de rien, a pas mal modelé la pensée des gens, alors qu'en vrai, vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à cette question, que vaut le centre de formation du Real Madrid? Deux petites précisions de vocabulaire. Le centre de formation du Real, il s'appelle la Fabrica, la fabrique. La fabrique de quoi? De joueurs et de talents. Et puis la deuxième précision au niveau du vocabulaire, c'est que la deuxième équipe du Real Madrid, ce qu'on pourrait appeler Real Madrid B, s'appelle Real Madrid Castilla et on dit le Real Madrid Castilla, pas la Castilla comme on l'entend beaucoup trop souvent dans les médias français. Commençons par une partie historique. La formation, elle a toujours occupé une place prépondérante au sein de l'histoire et du fonctionnement du Real Madrid. Un fait plutôt marquant. 1980, finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le Real Madrid Castilla. Une finale 100% Real Madridienne entre son équipe A et son équipe B. Le Castilla à l'époque, il avait un niveau assez formidable puisque sur son chemin, il avait éliminé bon nombre d'équipes bien plus cotées qu'elle. Autre chose qu'il faut absolument remarquer, c'est que certains des plus grands joueurs de l'histoire du Real sont issus de son centre de formation. On parle de mythes absolus, de joueurs incommensurables tels que Casillas, Raúl, Emilio Butragueño, peut-être le joueur le plus aimé de l'histoire du Santiago Bernabéu, Pirri, 9e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, Mitchell, aussi l'un des grands buteurs de l'histoire des Merengues, Camacho, 7e joueur le plus capé de l'histoire du Real, Manolo Sanchis, un capitaine de légende, ou encore des joueurs comme Guti ou le mythique entraîneur, mais qui a été joueur avant, Vicente Del Bosque. Comme au Barça avec le trio Xavi, Messi, Iniesta, les trois joueurs les plus capés de l'histoire du Real Madrid sont issus de son centre de formation. On parle ici de Raúl, de Casillas et de Manolo Sanchis. Et d'ailleurs, tous trois à un moment donné ont été capitaines de leur club. Alors tout ça, ça fonctionne souvent par génération. Je vous ai parlé avant de la génération 1980. Une génération qui n'a pas tardé à suivre, c'est la génération de la Quinta del Buitre, la clique du vautour. Le vautour désignant ici le joueur le plus talentueux de cette clique, Emilio Butragueño, et la Quinta del Buitre, elle va s'insérer dans la première équipe du Real Madrid et elle va tout changer. Au final, ça va être plus 4 joueurs que 5, ils étaient 5 au départ, mais 4 vont s'installer dans l'équipe première. Et ça va être un Real Madrid de légende, peut-être l'équipe qui jouait le mieux de toute l'histoire du Real Madrid. Il y a débat, en tout cas, esthétiquement, c'est assez fantastique ce que le Real Madrid produisait. Une autre génération très talentueuse, c'est celle de Raúl. On est là à la fin des années 90, une génération où il y avait Raúl, Guti et Álvaro Benito, mais c'est peut-être une génération qui promettait davantage que ce qu'elle a produit ensuite, parce que Guti était très intermittent et Álvaro Benito avait un talent fantastique, mais il s'est blessé gravement dès le début de sa carrière. Autre génération hyper talentueuse qui a sorti beaucoup de joueurs pour l'équipe première, la génération de 2005 avec des noms tels que Diego Lopez, qui a été joueur du Real Madrid ensuite, Arbeloa, Roberto Soldado, Javi Garcia, Rubén de la Red, Juan Fran, le mythique latéral droit de l'Atlético de Madrid, a été formé au Real Madrid et faisait partie de cette génération-là. On a eu aussi Borja Valero qui joue actuellement à l'Inter Milan. Cette génération, elle a produit 7 joueurs internationaux. Rendez-vous compte, incroyable. Il a fallu ensuite attendre 7 ans pour revoir quelque chose d'à peu près similaire. On parle ici de la génération 2012. Là aussi, il y avait du talent à l'appel avec Jesse, Morata, Cheryshev, Lucas Vázquez, Joselu qui est un attaquant de première division, Adan qui a été gardien de première division, qui est le deuxième gardien de l'Atlético de Madrid, Carvajal, Nacho. On parle ici de 5 internationaux et puis dans cette génération-là, il y avait aussi Pacheco, un des meilleurs gardiens de première division, et puis Rubén Sobrino, un autre joueur actuel de première division. Sarabia d'ailleurs, il part en 2011, mais il faisait aussi partie de cette génération dorée, une génération qui a permis au Real Castilla de monter en deuxième division. Et c'est vrai que l'année qu'ils vont passer en deuxième division, il y avait aussi du bon monde, hein. Une petite liste, Fabinho qui joue à Liverpool maintenant, Diego Llorente, central de première division, Raúl de Tomás, joueur de première division, il joue au Benfica les 6 derniers mois, il joue à l'Espagnol actuellement, Casemiro,
Bourgui, autre joueur de première division, Benavente qui joue à Nantes maintenant, et puis Jota qui joue à Aston Villa. Bref, beaucoup de joueurs qui ont fini en première division et certains joueurs qui ont fini très très haut. La dernière génération en date avec des joueurs assez talentueux, c'est la génération de 2017 avec Oscar Rodriguez qui joue à Leganés, première division, Achraf Hakimi et Fede Valverde. Et on va utiliser cette génération pour parler davantage du présent dans cette nouvelle partie de la vidéo. Donc, parmi les joueurs actuels de l'effectif du Real Madrid, quels sont ceux qui ont été formés par le club? Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Mariano Diaz, Fede Valverde et puis Casemiro, lui, il a davantage effectué sa post-formation. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse utiliser ce terme-là parce que quand il arrivait de Sao Paulo, c'est déjà quand même un sacré joueur. Cette année, on a 5 joueurs du Real dans la première équipe, ça fluctue pas mal. En 2018, il y en avait 8. Ce qu'on peut dire, c'est que généralement, toutes les années, il y a un joueur du Real Madrid qui arrive à peu près à faire son trou dans la première équipe. Cette saison, c'est Fede Valverde. La saison passée, c'était Reguilón. La saison d'avant, c'était Achraf Hakimi. Pour la saison prochaine, c'est pas sûr qu'on en ait un parce qu'on a peut-être une génération un peu moins talentueuse qui arrive là. De toute manière, ça, c'est assez cyclique, il faut dire. Ce qui n'est pas du tout cyclique, c'est le fait que le centre de formation du Real soit une machine à produire des joueurs de première division. Lors de la saison 2014-2015, il y avait un seul club de Liga, c'était pas le Barça, c'était l'Athletic Club, qui ne comptait pas dans ses rangs un joueur formé par le Real Madrid. Sur la saison passée, 48 joueurs présents en Liga avaient été formés au Real et on parle ici du coup de 10% des joueurs de Liga qui avaient été formés au Real Madrid. Ça me paraît absolument fou comme statistique. Sur la saison actuelle, 15 équipes de Liga sur 20 ont dans leur effectif un joueur formé par le Real Madrid. Encore une stat, mais cette fois-ci au niveau européen. Parmi les pays dans lesquels se jouent les 5 grands championnats, le Real Madrid Castilla est l'équipe qui envoie le plus de joueurs en première division. Sur l'ensemble des championnats européens, c'est la 4e équipe derrière l'Ajax, le Benfica et le Red Bull Salzbourg qui envoie le plus de joueurs dans les 5 grands championnats. Le Barça est 11e par exemple. Donc voilà, on a des joueurs, beaucoup de joueurs qui passent par le Real Madrid Castilla et qui se retrouvent directement ensuite l'année d'après ou 2 ans après dans les 5 grands championnats européens. Bref, le centre de formation du Real fonctionne très bien et si vous regardez un peu les entre guillemets bons ou grands joueurs qu'on a dans les championnats européens, certains sont passés par le Real Madrid. Fabinho, Achraf évidemment, mais aussi Callejon, Juan Mata, Sarabia, Rodrigo qui joue à Valence, Parejo qui joue à Valence. En plus de la tendance qui consiste à envoyer des joueurs dans les 5 grands championnats, il y a 2 autres tendances qu'on peut associer au centre de formation du Real Madrid. L'une d'elles, c'est la tendance à former des entraîneurs qu'on va retrouver ensuite plus haut. Alors il y a pas mal d'entraîneurs qui sont des anciens joueurs et qui vont commencer par les catégories de jeunes du Real Madrid. Dernièrement, on a eu Solari, il y a eu Guti, il y a eu Raúl et il y a eu Xabi Alonso. Et puis, le Real Madrid Castilla, lui aussi, va servir aux entraîneurs pour qu'ils se forment, mais ces entraîneurs-là sont souvent des anciens joueurs du Real. On retrouve Raúl, on retrouve Zidane, on retrouve Solari, mais il y a aussi des noms tels que Del Bosque, Rafa Benitez, Lopetegui ou encore Michel. Et puis l'autre tendance, c'est le fait que le Real Madrid vend très bien ses jeunes. Le centre de formation du Real Madrid rapporte énormément d'argent. En 5 transferts, le Real Madrid a dégagé 180 millions sur les toutes dernières années. On parle ici des transferts de Morata, d'Achraf, de Marcos Llorente, de Jesse et de Raúl de Tomás. 5 transferts, 180 millions. Et puis, il faut dire que le centre de formation du Real Madrid coûte cher à maintenir. On parle de 20 millions par saison. Il y a quelques années, ils ont construit une résidence pour que les jeunes joueurs et puis les joueurs de l'équipe première puissent passer du temps parce qu'il n'y a pas tous les joueurs qui habitent à Madrid. Ça a coûté 100 millions. Mais c'est vrai que vous arrivez à vendre des joueurs à ce prix-là. Tout ça est vite rentabilisé. Par exemple, Marcos Llorente, il a été vendu la saison passée. Son prix sert à couvrir la formation du Real Madrid durant 2 exercices. Actuellement, le Real Madrid espère tirer 25 millions pour Oscar Rodriguez, joueur de première division, il joue à Leganés. Pour la petite histoire, c'est le meilleur tireur de coups francs d'Europe parce qu'il a le meilleur taux de conversion, 25% de réussite, c'est plus fort que Messi. Le Real Madrid espère en tirer 25 millions, ça couvrirait les 20 millions nécessaires au fonctionnement du centre de formation sur une saison. Il faut dire aussi, petite statistique, que chaque joueur du centre de formation coûte 33 000 € par saison. Mais voilà, encore une fois, si vous arrivez à en tirer 25 millions ensuite, vous avez même des bénéfices sur tout ça. Sur la dernière décennie, le Real Madrid a vendu pour 265 millions de joueurs oula, ça veut rien dire statistique, a vendu
29 joueurs pour 265 millions d'euros au total, des joueurs qu'il avait formés à la maison. On parle du coup en moyenne de 9 millions par joueur et à ce prix-là, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est des bons joueurs de première division. Mais comment le Real Madrid fait pour tirer en moyenne 9 millions pour chaque joueur issu de son centre de formation qui vend? S'il suffisait juste de former des joueurs et de les vendre pour ce prix-là, ça fait longtemps que cette pratique aurait été copiée. En fait, le Real Madrid, dès le plus jeune âge, recrute d'excellents joueurs. Et la lutte, elle est féroce, hein, parce qu'il n'y a pas que des joueurs de Madrid qui sont recrutés. Beaucoup des plus grands joueurs de l'histoire du Real qui ont été formés au Real venaient de Madrid, les Casillas, les Raúl, les Sanchez, les Butragueño, etc. Mais c'est de loin pas le cas de tous les joueurs. Par exemple, Carvajal et Morata, ils venaient de Madrid, mais Lucas Vázquez et Jessé, ils venaient pas du tout de Madrid. Il y a par exemple une bataille assez large avec le Barça, assez féroce pour attirer les meilleurs joueurs des îles Canaries. Le Barça a eu Pedro, le Real a eu Jessé et plus récemment le Barça a eu Pedri. Et cette bataille pour attirer les meilleurs joueurs, eh ben, elle se passe sur tout le territoire espagnol. Cette idée d'attirer les meilleurs joueurs, elle structure vraiment la philosophie du Real Madrid, pas que pour l'équipe première, pour tous les joueurs, quel qu'il soit. Et à la différence du Barça, et c'est là que réside la plus grande différence entre les deux clubs, je dirais, au Real Madrid, si tu es assez bon pour l'équipe première, tu joues. Si tu n'es pas assez bon pour l'équipe première, on n'aura aucun scrupule à chercher un très bon joueur à l'extérieur. Tandis qu'au Barça, c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'emphase qui est faite sur le fait de former des joueurs pour l'équipe première. Au Real Madrid, on forme des joueurs. S'ils sont assez bons, ils viennent dans l'équipe première. S'ils ne sont pas assez bons, c'est pas un problème, on a d'autres moyens de briller, entre guillemets. On arrive enfin à la conclusion de ma vidéo. Vous aurez compris que le Real Madrid a formé plein de grands joueurs et cette idée selon laquelle le Barça forme les joueurs et pas le Real Madrid parce que lui les achète, elle est fausse, elle est erronée. Le Barça, d'ailleurs, dans son histoire, a acheté plein de joueurs très coûteux et c'est seulement à certaines périodes de son histoire, mais comme au Real Madrid, parce que c'est souvent une question de génération, qu'il a formé de grands joueurs. Mais du coup, comment on arrive à faire croire aux gens qu'il y a cette dichotomie, cette philosophie diamétralement opposée entre les deux clubs? Bon, faut dire, le Barça, avec beaucoup d'intelligence, a très bien su jouer là-dessus. La période où eux, ils gagnaient tout, ces dernières années, et où ils ont pu vraiment diffuser leur philosophie parce que tous leurs matchs étaient montrés à la télé, parce qu'il y a eu l'émergence des réseaux sociaux, parce que la Coupe d'Europe est la coupe qui compte le plus aux yeux du grand public, eux, ils gagnaient avec des joueurs issus du cru. Pendant ce temps-là, le Real Madrid, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait plein de joueurs parce qu'il fallait se reconstruire et c'était la meilleure façon de le faire à cette époque-là. Bref, on comprend un peu comment on est arrivé à cet état de fait où les gens, en règle générale, pensent que le Real Madrid achète et le Barça forme, alors que, je l'ai montré dans cette vidéo, comme souvent, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire parce que détricoter des idées reçues, déconstruire des idées reçues en football, c'est ma grande passion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer cette cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et je dis pas ça dans le vide, non. Je dis ça parce que la semaine prochaine, comme d'habitude, dimanche 10h, il y a une vidéo que j'ai vraiment pas envie que vous ratiez parce que c'est une vidéo vraiment différente de d'habitude, que j'aurais eu encore plus de plaisir à faire que la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir, elle est un peu spéciale. Du coup, nous on se retrouve dans une semaine, à la même heure, avec cette vidéo spéciale. Salut, c'est le Elias du futur qui vous parle et il tient à remercier Jota Perez qui l'a bien aidé pour cette vidéo. Merci à lui pour ses conseils. Je vous laisse tout de suite avec le Elias du passé. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!